Merci, Monsieur le Secrétaire général. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de Oustaz Alioune Sall qui va commencer une conférence religieuse. C'est bien votre serviteur. Ce n'est pas non plus par pédanterie. J'ai juste estimé nécessaire de me recourir à la prière pour pouvoir vraiment sortir ce que j'ai aujourd'hui dans le cœur. Parce qu'autrement, je risque de perdre mes moyens et de ne pas être en mesure de dire quoi que ce soit, au point que finalement vous allez même vous demander si c'est bien moi l'auteur. J'ai estimé nécessaire donc de recourir à la prière du prophète Moussa lorsqu'il fut envoyé pour parler à Pharaon. Il demanda au Seigneur d'ouvrir sa poitrine, Rabbi shrah li sadri, de faciliter sa mission, wahlul 'uqdatan min lisani, de dénouer sa langue afin que Pharaon comprenne. Donc c'est cette prière-là que j'ai souhaité utiliser pour démarrer mon propos aujourd'hui. En réalité, je me demande même s'il était nécessaire que moi je parle. Après les brillantes présentations faites par mes éminents doyens qui ont déchiffré, j'allais dire, le terrain, qui sont les pionniers à qui il me plaît aujourd'hui, en ce moment solennel, de rendre un hommage appuyé, très sincère. Donc après ces propos pertinents, à la fois de l'inspecteur Yoro Coulibaly et de l'inspecteur Shams Eddine Diagne, je me demande qu'est-ce qu'il y a lieu de dire en ce qui me concerne d'autres, si ce n'est exprimer une gratitude à l'endroit de toutes les personnes qui ont bien voulu prendre de leur temps pour répondre à cette invitation-là. Le temps est très précieux à l'heure actuelle, en particulier le week-end. On sait à quel point le week-end est précieux pour nous autres qui nous activons en semaine. Votre présence traduit beaucoup pour moi. J'aurais souhaité aujourd'hui nommer individuellement le nom de tous ceux qui sont ici pour vous remercier personnellement. J'espère au moins qu'à la fin de la cérémonie, je pourrai au moins serrer la main de tout un chacun et vous exprimer ma profonde gratitude. Monsieur le secrétaire général, je voudrais commencer ces remerciements par Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui, avec beaucoup de courtoisie, avait accepté de présider cette cérémonie, mais qui, à la dernière minute, je pense que vous le direz mieux que moi, vous me l'avez en tout cas personnellement dit, a été envoyé en mission à l'étranger par le chef de l'État, raison pour laquelle il vous a demandé, vous, son secrétaire général, de bien vouloir venir présider cette cérémonie. Il ne s'en est pas limité là, il m'a adressé personnellement une lettre, dont il me plaît, je pense d'ailleurs, et ce n'est pas inutile de faire la lecture à l'intention du grand public. Monsieur le directeur, par lettre susréférencée, vous m'invitez à assister à la cérémonie de présentation et de dédicace de votre ouvrage portant sur le système pénitentiaire sénégalais et d'en accepter la présidence. Je voudrais tout d'abord vous dire que j'ai lu avec beaucoup d'attention cet ouvrage dont le contenu facilite la compréhension de l'organisation et du fonctionnement du système pénitentiaire par les citoyens sénégalais. Il montre aussi les efforts entrepris par mon département pour améliorer la carrière du personnel par la création du nouveau corps des inspecteurs et de l'École nationale de l'administration pénitentiaire qui va assurer la formation initiale et continue des agents. L'ouvrage fait en outre état des efforts entrepris notamment pour humaniser les prisons par le relèvement progressif de l'indemnité journalière d'entretien du détenu, la création des services socio-éducatifs dans tous les établissements pénitentiaires et l'instauration de mesures d'aménagement de peine. Il met également en exergue d'autres efforts qui ont été faits malgré quelques dysfonctionnements relatifs au manque de moyens, à la vétusté des bâtiments, à la non-conformité de certaines prisons aux normes en vigueur
et à l'insuffisance de personnel auquel l'État du Sénégal, à travers le département de la justice, est en train de remédier progressivement. Grâce à cet ouvrage, l'opinion sera informée du fonctionnement réel du système carcéral parce qu'émanant d'un professionnel du milieu. Il m'aurait été agréable de participer à cette cérémonie. Malheureusement, je serai empêché. J'ai demandé au secrétaire général du ministère de me représenter et il vous redira mes regrets et les vœux que je forme pour la réussite de l'événement. Veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée, Maître Sidiki Kaba, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je tenais à lire cette lettre, monsieur le secrétaire général, qui est une preuve de la considération que monsieur le garde des Sceaux, vraiment, au-delà de ma personne, vous, à l'administration pénitentiaire, et à cette question ô combien importante de l'incarcération au Sénégal. Je pense qu'il aurait pu seulement vous envoyer, sans m'envoyer cette lettre, que je m'en féliciterai et m'en satisferai. Donc je tiens à vous demander d'être mon interprète pour lui transmettre mes sincères remerciements et ma profonde gratitude. Naturellement, j'ai envie de dire qu'après lui, forcément, mes remerciements vont à votre endroit, monsieur le secrétaire général. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Cet ouvrage, je l'ai pensé, j'ai essayé de le concrétiser, mais j'avoue que vous y avez joué un rôle particulièrement éminent, pour au moins une raison. Au moment où je devais l'envoyer à l'Harmattan pour effectivement publication, forcément je devais recueillir et solliciter votre autorisation en tant que directeur de l'administration pénitentiaire, puisque soumis à cette réglementation qui nous impose un devoir de réserve, nous ne pouvons pas écrire sans avoir l'autorisation de l'autorité. Lorsque je vous en ai parlé, non seulement vous m'avez félicité, vous m'avez encouragé, vous m'avez dit c'est cela qu'on attend de vous. Donc vous avez toute ma bénédiction et toute mon autorisation. Vous ne vous en êtes pas limité là. Je dois même aujourd'hui confesser que ce livre, s'il est, en tout cas, c'est difficile pour moi en tout cas de dire qu'il est de bonne qualité, mais si la qualité a à ce point rehaussé, c'est parce que vous y avez eu une part considérable. Vous l'avez lu et relu avec vos critiques et vos suggestions que j'ai pris en compte et surtout les corrections que vous avez apportées. À la limite, j'avoue que vous êtes la seule personne avec laquelle j'ai partagé ce livre. J'aurais pu le faire avec mes doyens et autres, mais à un moment donné de la réflexion, je me suis dit il fallait avancer parce que la prison est l'objet de toutes sortes d'attaques de manière générale dans la presse, qu'il faut vraiment produire un livre pour expliquer comment cela fonctionne. Je n'aurai pas le temps de partager avec mes doyens pour recueillir les apports des uns et des autres. Finalement, je me suis limité à moi, à mon propre travail que je vous ai soumis et que vous avez censuré pour vraiment finalement que nous puissions en arriver à ce travail-là. Il est heureux, et ce n'est pas un hasard, que ce soit vous qui avez joué cette part aussi considérable, aussi grande, qui aujourd'hui présidez cette cérémonie en tant que secrétaire général du ministère de la Justice. Dieu fait bien les choses, monsieur le secrétaire général. Et je tiens personnellement à vous redire toute ma gratitude pour l'apport exceptionnel que vous avez eu dans la confection de cet ouvrage. Je voudrais passer au colonel Daouda Diop, directeur de l'administration pénitentiaire. Naturellement, actuellement notre chef, pour lui transmettre lui aussi notre gratitude. Personnellement, je me dois de lui transmettre ma gratitude pour la bonne et simple raison que, arrivé à la tête de l'administration pénitentiaire, il a tout de suite fait recours à mes services pour me confier la stratégique mission de diriger la plus grande prison du pays, qui est la maison d'arrêt de Rebeuss. Si on n'a pas confiance en une personne, on ne lui confie pas une mission pareille. Et donc, cette marque de confiance, elle me voit droit au cœur. Et chaque jour que Dieu fait, je tente, à la mesure de mes moyens, de la mériter, cette marque de confiance. Je tiens, monsieur mon colonel, à vous exprimer ma gratitude pour cette marque de confiance et je le réitère en toute loyauté. Je souhaite mener à bien la mission ô combien difficile que vous m'avez confiée. Je voudrais passer à mes deux doyens. Je pense que l'inspecteur Yoro Coulibaly, je n'ai plus besoin de revenir sur ce que vous avez dit.
Si je vous ai choisi pour présenter l'auteur, ce n'est pas un hasard. Parce qu'effectivement, avant même d'entrer dans ce corps, vous êtes le premier agent de ce corps que j'ai connu, en tant qu'étudiant à l'Université Gaston Berger. Et de quelle manière? Il nous a servi une conférence magistrale, un cours magistral à l'Université de Saint-Louis en tant qu'agent, en tant que directeur à l'époque de la maison d'arrêt de Saint-Louis en 1994. Et d'ores et déjà, à l'époque, j'avais été charmé par le discours et surtout, en homme sensible que je suis, j'ai été accroché, surtout par le message du directeur de prison qu'il fut. Et comme il l'a si bien dit, quelques années après, lorsque j'ai réussi au concours, c'est avec fierté que je lui ai redit dans son bureau que je faisais partie du public d'étudiants qui, ce jour-là, avait été ému, en tout cas par sa brillante prestation. Et donc ce n'est pas un hasard si j'ai porté mon choix pour me présenter dans le cadre de cette cérémonie. C'est la même chose pour l'inspecteur Shams Eddine Diagne, qui lui aussi, après l'inspecteur Yoro Koulibaly, est effectivement lui aussi la première personne que j'ai connue en tant que, à l'époque, coordonnateur de la direction de la formation de l'École nationale de police. Puisque après notre réussite au concours, nous avons tout de suite intégré l'école de police et il était donc le coordonnateur. Donc c'est lui qui m'a en premier accueilli dans ce corps, j'allais dire, puisque c'est d'ores et déjà à l'époque de la formation. Et depuis lors, nos rapports ont été des plus cordiaux et il est, au-delà du doyen qu'il est, un ami, un frère à qui je peux surtout dire. Et donc, naturellement, choix ne pouvait être meilleur, surtout si on connaît son parcours. On parlait tout à l'heure de mon parcours, mais ils ont passé sous silence le parcours élogieux qui est le leur. Et donc, je tenais naturellement donc, à vous exprimer mes sincères remerciements à vous deux. J'aurais souhaité vraiment citer individuellement vos noms, parce qu'encore une fois, votre présence signifie beaucoup pour moi. Et j'interprète également votre présence au-delà de ma propre personne comme l'intérêt que vous manifestez à la question ô combien stratégique de l'incarcération au Sénégal. Je pense qu'il ne doit laisser personne indifférent. Donc je tiens personnellement et individuellement à vous remercier tous tant que vous êtes. Je pense que dans le public, il y a des collègues, le directeur du camp pénal de Liberté 6, les directeurs des différents établissements pénitentiaires du Sénégal sont là. Je vais m'arrêter sur deux personnes en particulier, le directeur du camp pénal de Liberté 6, le commandant Djadji Ndiaye et le commandant Djibi Ndaw. Le commandant Djadji Ndiaye, effectivement, pendant ma période de formation à l'école de police, après avoir réussi au concours, il était question pour moi de faire un stage. Au lieu de choisir la maison d'arrêt de Rebeuss, j'avais choisi le camp pénal parce que je savais que c'était lui et j'avais déjà entendu parler de lui. Je n'ai pas été déçu. C'est à partir de ce moment qu'il m'a couvé, qu'il m'a pris comme son frère. Au-delà du collègue que nous sommes, il m'a pris comme son petit frère. Et il n'a ménagé aucun effort pour, depuis lors, m'encadrer, me soutenir, j'insiste sur ce mot, à tous les plans. Ce qui a fait que, dès ma sortie de l'école de police, j'ai été affecté comme adjoint du directeur du camp pénal de Liberté 6, que dirigeait à l'époque le commandant Djibi Ndaw, qui lui aussi est un modèle d'agent vertueux. Naturellement, donc, moi je dis toujours que je n'ai pas le droit à l'erreur parce que j'ai été formé à la bonne école. Ces deux personnes, le commandant Djibi Ndaw qui a assuré mes premiers pas dans l'administration pénitentiaire en tant que son adjoint, qui m'a inculqué le sens de la rigueur de l'organisation dans le service, et le commandant Djadji Ndiaye qui, 3 ans après, dirigeant la maison d'arrêt de Rebeuss, j'ai été son adjoint, lui aussi m'a inculqué beaucoup de choses sur le plan professionnel. Ces deux personnes-là, je ne peux pas manquer de les citer parmi l'ensemble des collègues à qui je rends vraiment un hommage appuyé et mérité. Le commandant Beng a été le premier dans cette salle. À 15h30, il était là. Donc, vraiment, je ne peux pas manquer non plus de saluer la présence ô combien significative du président des écrivains, M. Bey. M. Bey, votre présence me va droit au cœur. Je tiens à vous en remercier infiniment. Chez l'observateur des lieux de privation de liberté, M. Djoubou Diouf Tall, également, je pense que sa présence n'est pas fortuite, parce que sa femme, Mme Tall, a été l'une des premières également à
accompagné mes premiers pas dans cette administration-là, puisque en tant qu'élève contrôleur, je devais faire un mémoire sur le travail social en milieu carcéral. Elle était à l'époque assistante sociale au camp pénal. Je dois dire que mon travail de mémoire a essentiellement reposé sur les entretiens que j'ai eus avec elle. Je tiens donc à lui rendre un grand hommage et je vous demande de lui transmettre mes sincères hommages et mes sincères remerciements. Mes chers amis, il y a des commissaires de police, le commissaire-chef de la DIC est là, le commissaire-chef de la brigade d'intervention polyvalente est là, mes amis magistrats sont là, les avocats sont là, les directeurs de services dans tous les services du pays sont là. Mes amis d'enfance, surtout, dont la présence signifie beaucoup pour moi. Je dis toujours, quand on devient quelqu'un, on peut avoir beaucoup d'amis. Mais ceux dont l'amitié s'est scellée pendant les moments d'innocence, pendant qu'on n'était absolument rien du tout, ces gens-là, cette amitié-là, elle vaut beaucoup pour moi. Et j'insiste, je magnifie à sa juste valeur la présence de mes amis qui sont ici. J'aurais pu faire comme nos camarades lutteurs là, ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gërëm samay waajur julli sama gërëm samay waajur gërëm samay jabar samay doom yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm parce que comme ni ñu wax yéen ñëpp jàpp ngeen ci combat bi. Quand on a un métier aussi difficile que le mien, de diriger une prison, si on n'a pas le sens de l'humour, on ne s'en sort pas. C'est pourquoi l'inspecteur Koulibaly le disait tout à l'heure, et c'est à bon droit. Et donc, après ces remerciements-là, je voulais vraiment commencer par, avec votre permission, faire la lecture du poème par lequel j'ai commencé cet ouvrage-là, opportunément d'ailleurs. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas? Il n'est pas très loin. Hein? Il n'est pas trop loin. Voilà. Ah, 15, ok. Ah. Le tournant de ma vie. 15. L'an 2008, un soir du 10 octobre, tout est devenu sombre. En franchissant le portail de la prison, laissant derrière moi ma maison, au fond de ma cellule, dans un profond recul, loin de tout regard, je m'égare dans un air hagard. Entre la solitude et la lassitude, entre l'espoir et le désespoir, mon esprit voyage et tout se mélange. Dans ma tête, des idées se bousculent et mon cœur bascule. Entre accepter la fatalité et ce qui m'arrive en réalité, des problèmes se posent et des solutions s'imposent. Face à la force de la loi, j'oppose la force de la foi. Face à la répugnation, j'oppose la résignation. Et la raison finit par vaincre et de me convaincre que c'est dans l'avenir que le meilleur est à venir. L'enseignement que j'en tire et que je vais toujours retenir, c'est dans des difficultés qu'on connaît la sincérité. Pardon à toi, ma famille, et merci du soutien sans faille. Pardon à toi, la société. J'ai compris le sens de la solidarité. Pardon à toi, la nation. J'ai mesuré le sens de la sanction. Et à toi, la justice qui tranche, j'attends la sentence avec impatience. Ce poème, il est d'un ancien détenu de la maison d'arrêt de Saint-Louis. Lorsque, de manière fortuite, je suis tombé un jour sur ce poème en tant que directeur de la maison d'arrêt de Saint-Louis, je puis vous assurer qu'en le lisant, mes larmes ont coulé. Puisqu'il met en exergue de manière pertinente toutes les problématiques liées à l'incarcération. Du début, du choc du premier jour, jusqu'à la prise de conscience de la faute,
jusqu'à l'amendement à travers la demande de pardon, jusqu'à l'attente de la décision judiciaire à intervenir, jusqu'au soutien de la famille, ce poème décrit, en fait, mieux que certainement même le livre, la question de l'incarcération, en tout cas ses enjeux. J'ai tenu donc à le mettre opportunément en début d'ouvrage pour faire tout de suite tilt dans la tête de ceux qui vont le lire avant même d'entamer la lecture de l'ouvrage. Aujourd'hui, vraiment, je souhaite partager juste 2 mots en réalité, que sont rêve et espoir. Le premier mot, c'est rêve. Effectivement, en publiant ce livre, c'est un rêve que j'ai réalisé. Le passionné de lecture que je suis a toujours rêvé du jour où il verrait son nom inscrit sur la couverture d'un ouvrage. Mais ne me connaissant ni le talent, ni l'inspiration des grands auteurs comme le président Alioune Badara Bèye, je me suis dit je vais me contenter d'en faire simplement un rêve. Car comme le disait le président Yasser Arafat, on peut empêcher un homme de tout faire sauf de rêver. Alors donc je me suis dit que je vais me contenter de rêver. Jusqu'au jour où, par la grâce de Dieu, j'ai été admis dans ce corps de l'administration pénitentiaire. Et en tant qu'élève contrôleur de l'administration pénitentiaire, je devais produire un mémoire sur le fonctionnement du système pénitentiaire. Et donc le premier écueil sur lequel j'ai buté, c'est l'absence de doctrine, l'absence d'ouvrage traitant de la question de l'incarcération au Sénégal. Comme je disais tout à l'heure, c'est à travers finalement des entretiens avec les professionnels comme Madame Tal, le commandant Daoud Diop, qui traitait donc qui travaillait sur mon sujet de mémoire, que j'ai pu faire ce livre. Et c'est à partir de ce moment que j'ai formulé le souhait et le vœu, un jour, d'écrire sur la question de l'incarcération au Sénégal. Au fil du temps, avec le constat que nous partageons, je pense tous, de la méconnaissance du milieu carcéral par les citoyens d'une manière générale, ce dessin-là a été renforcé. Il n'est pas rare d'entendre dans la presse, M. Diallo disait tout à l'heure qu'à Rebeuss, il a dit MAC, on lui a dit il ne faut plus dire MAC, il faut dire maison d'arrêt. Il n'est pas rare d'entendre dans la presse la MAC du camp pénal. Pour nous autres professionnels, ça nous aurait fait rire. Mais un journaliste ne saurait même pas qu'il a commis une grosse bourde en disant la MAC du camp pénal. Pour la bonne et simple raison que camp pénal n'est pas un nom propre. Parce que dans leur entendement, quand ils disent MAC du camp pénal, le camp pénal est un nom propre, la MAC s'appelle camp pénal. Alors qu'en réalité, MAC et camp pénal sont 2 types d'établissements pénitentiaires différents. Donc on ne peut pas les mettre dans une même formulation pour en tout cas qualifier un établissement pénitentiaire. Il n'est pas rare d'entendre non plus un journaliste dire la MAC de Rebeuss. Rebeuss, effectivement, est une maison d'arrêt. Et donc, c'est sorti dans le livre, dans la partie typologie des établissements pénitentiaires. Au-delà donc de cette méconnaissance par les journalistes, le grand public, de manière générale, également, ignore jusque dans les détails du fonctionnement des établissements pénitentiaires. Nous autres, nous sommes très souvent assaillis par des questions du genre mon parent est incarcéré, vient d'être incarcéré, est-ce que je peux lui amener à manger? Est-ce que je peux lui amener des habits? Est-ce que je peux lui amener de l'argent? Comment faire pour lui rendre visite? Donc toutes ces questions, effectivement, ont également renforcé ce souhait que j'avais d'ores et déjà, donc depuis le tout début, d'écrire sur ce livre. Mais l'élément le plus déterminant, qui m'a vraiment le plus poussé à écrire ce livre, c'est ce qui m'a paru d'ailleurs grave, la méconnaissance de ces règles-là qui gouvernent notre fonction par même nos agents. Il m'arrivait en tant que directeur de la maison d'arrêt de Saint-Louis, je pense que s'il y en a quelques-uns, ils peuvent témoigner de cela, après la cérémonie de levée des couleurs, d'organiser des séances de renforcement des capacités à l'intention du personnel, à travers des questions et réponses. Grande fut ma surprise lorsque je constatais qu'il y en a des agents qui ignoraient même le b.a.-ba de notre mission. Ils se contentaient simplement de l'expérience, à travers donc les actes qu'ils posent au quotidien, mais dont ils ne savaient même pas quelle était la base textuelle juridique. Et donc c'est à partir justement de la maison d'arrêt de correction de Saint-Louis
que j'ai commencé la rédaction de cet ouvrage. Et j'ai pu le terminer, je pense, dirigeant la maison d'arrêt de Ziguinchor. Et comme je disais tout à l'heure, ce rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Et à ce moment de mon propos, je voudrais, M. Diallo n'était pas là tout à l'heure quand j'ai remercié, je voudrais très sincèrement, M. Diallo, vous exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à vous et à toute l'équipe de l'Harmattan pour votre professionnalisme, pour votre courtoisie. M. Diallo, moi quand j'ai en face de moi une personne bien éduquée, je me sens son obligé. Et quand on vous approche, le premier constat, c'est qu'on constate que vous êtes bien éduqué. Je voudrais vraiment faire ce témoignage de vérité et vous remercier encore du fond du cœur. Après le mot rêve, donc comme je disais, c'est ma profession finalement qui est venue à ma rescousse pour me permettre de réaliser ce rêve-là. Et de quelle manière? J'aurais pu avoir le talent comme ma sœur Takia Fall pour faire un roman qui en réalité ne serait peut-être n'aurait intérêt que pour les littéraires et autres, en tout cas concernés par les histoires de romans et autres. Mais en réalité, ma profession est venue à ma rescousse parce qu'elle me donne cette opportunité de traiter d'une question qui interpelle tout individu. J'ai l'habitude de dire qu'il ne s'agit pas de se proclamer défenseur des droits de l'homme, comme l'est maître Amadou Ali Khan devant moi, pour avoir la sensibilité humaine et être concerné par le sort de l'humain. Dès lors qu'on a du sang qui coule dans nos veines, on est tout de suite interpellé par la condition humaine. Et donc, je suis tout particulièrement heureux d'avoir pu effectivement travailler sur un sujet qui traite d'une question qui interpelle finalement tout le monde. J'ai l'habitude de dire aux détenus, lorsque vous commettez une faute et que vous êtes en prison, pour la première fois, mais ne baissez pas la tête. Ce n'est pas parce qu'on est en prison que pour autant on doit baisser la tête. Au contraire, nous avons été moulés de manière imparfaite. Et quelqu'un qui est imparfait, de là à commettre une erreur qui l'amène en prison, il n'y a qu'un pas. Et ça, personne n'est à l'abri. Quelle que soit notre valeur, quelles que soient nos vertus, nous ne sommes pas à l'abri de commettre l'irréparable et d'être le premier d'ailleurs à le regretter. C'est pourquoi je dis aux détenus, il ne s'agit pas, lorsque vous vous retrouvez pour la première fois en prison, de baisser la tête. Regardez les gens en face, surtout tirez les leçons de cela et essayez de vous améliorer. Ce qui est pour moi condamnable, c'est de choisir de s'inscrire dans une trajectoire délinquante, définitivement, de sortir, de revenir. Et que quelqu'un commette une erreur qui l'amène en prison, ça, nous tous, à commencer par moi qui dirige la prison, nous ne sommes pas à l'abri de cela. Et donc, c'est un sujet, je pense, qui interpelle finalement tout individu. Et je pense, quelque part, je le redis, c'est au-delà de ma modeste personne, je pense que votre présence nombreuse traduit votre intérêt à tous sur cette question de l'incarcération. Donc, après le mot rêve, je voudrais, Monsieur le Secrétaire général, partager avec l'assistance un autre mot qui me semble important, c'est le mot espoir. En publiant ce livre, j'ai nourri un secret espoir. Celui-là, de voir ce livre braquer en définitive, comme le font mes amis journalistes, tous les projecteurs sur les prisons. Parce que pendant longtemps, les prisons, je lisais un livre qui était intitulé « La prison, la grande oubliée des politiques publiques ». Les prisons ont pendant longtemps été les grandes oubliées des politiques publiques. La preuve est que depuis l'indépendance, l'inspecteur Chams l'a dit, aucune prison n'a été construite au Sénégal. Je pense que ce seul constat en soi est largement édifiant. On a construit des casernes de gendarmerie, de police, des commissariats de police, des tribunaux. Aucune prison n'a été construite au Sénégal. Cela pose problème. Et donc, l'espoir que je nourris à travers ce livre, comme le disait le colonel Daoud Diop tout à l'heure, c'est qu'enfin, ce livre-là soit le début vraiment d'une introspection, d'un débat même national au Sénégal pour nous déterminer sur le sens que nous voulons donner
à la sanction que nous infligeons aux personnes qui violent la loi pénale? Est-ce qu'il s'agit de les envoyer en prison à titre de privation de liberté, pour juste les priver du droit d'aller et de venir? Ou bien est-ce que nous choisissons, au-delà de la privation de liberté, d'en rajouter d'autres contraintes? C'est la question, je pense, qu'il me semble utile aujourd'hui de poser. Et je pense, pour un pays civilisé comme le Sénégal, la réponse est vite faite. Madame Christiane Taubira, ex-garde des Sceaux de la France, un jour, lorsqu'elle exerçait les fonctions de ministre de la Justice, utilisait une formule choc. Elle a dit « nos prisons sont pleines, mais vides de sens ». Je pense qu'il nous faut, nous, au Sénégal, éviter d'en arriver à cette situation. Les prisons pleines, mais vides de sens. C'est la raison pour laquelle je dis que l'espoir que je nourris, c'est que ce livre-là, enfin, braque les projecteurs sur les prisons, pour que, au-delà de l'État, l'opinion nationale elle-même se saisisse de la question. Et que, enfin, nous puissions connaître des améliorations significatives. Cela a été le cas en France. En France, c'est un livre qui a déclenché tout un processus d'amélioration des conditions de détention. C'est le livre de Mme Véronique Vasseur, publié au début des années 2000, qui s'appelait « Médecin-chef à la prison de la santé ». Après la publication de ce livre, deux semaines après, le Parlement s'est saisi de la question, à travers des commissions d'enquête qui ont été instituées par l'Assemblée nationale et le Sénat. Lesquelles commissions ont amené députés et sénateurs à visiter toutes les prisons de France et à produire un rapport. Le rapport du Sénat, d'ailleurs, était intitulé « Les prisons, une honte pour la République ». Parce que ce livre décriait effectivement les difficiles conditions de détention au niveau de la France, pour le pays qui se veut le pays des droits de l'homme. Et c'est à partir de ce moment, sur la base de ce rapport qui décriait effectivement la situation des prisons, mais qui également faisait des propositions, que tout a commencé à changer, à bouger en France. Avec notamment le vote d'une loi de programme qui a consisté à programmer la construction de plusieurs établissements pénitentiaires, leur équipement et le recrutement massif de personnel. Ça s'est continué à travers également la mise en place des mesures alternatives à l'incarcération et des mesures d'aménagement de peine. Et suprême consécration en France, en 2009, le Parlement a voté une loi exclusivement consacrée à la question pénitentiaire, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Alors, je souhaite que ce livre-là connaisse cette même fortune-là que le livre de Mme Véronique Vasseur. C'est vrai que ce ne sont pas les mêmes thèmes, parce qu'elle a fait un témoignage assez poignant en décrivant les conditions de détention. Nous autres, avec notre devoir de réserve, nous ne pouvons pas faire une quelconque appréciation dans le cadre d'un livre, naturellement. Nous sommes limités à, comme le disait l'inspecteur Shams, d'ailleurs c'est ce qui a valu un peu cette interrogation, est-ce que ça fallait parler de système pénitentiaire ou de règlement pénitentiaire, c'est selon, mais c'est ce qui nous a valu donc ce livre qui a juste tenté, c'est d'ailleurs en cela, hein, honnêtement, en toute modestie, que je dis qu'il n'y a même pas de mérite, pour moi en tout cas. Le seul mérite, c'est peut-être d'avoir pu compiler dans une démarche pédagogique des textes qui existaient déjà. Je n'ai absolument rien inventé, rien créé. Et ce travail-là, il était possible que chaque inspecteur ou chaque membre de l'administration pénitentiaire le fasse. Peut-être que j'en ai eu le courage et l'initiative, mais tout le monde pouvait le faire parce que je n'ai rien inventé. J'ai pris des textes épars que j'ai rassemblés dans une démarche pédagogique pour expliquer comment cela fonctionne. Donc je disais que l'espoir que je nourris, c'est qu'à partir de cette publication de livres, qu'au Sénégal, les conditions changent. Et ça, pour cela, je voudrais faire vraiment, au-delà du constat, des propositions concrètes. Je dis toujours qu'il nous faut aider l'État. Nous autres, opinion nationale, société, nous devons aider l'État. Pourquoi je le dis à dessein? Parce que l'État, l'opinion elle-même ne comprendrait pas qu'un État qui a déjà des difficultés à faire face à des secteurs stratégiques comme l'éducation, la santé, prenne des moyens considérables pour les mettre dans ce qu'on peut appeler, entre guillemets, la prise en charge des personnes délinquantes. L'opinion elle-même ne comprendrait pas cela. Par contre, si ça part de l'opinion, pour en faire une demande nationale, l'État forcément sera à l'aise pour effectivement envisager maintenant la mise à disposition de ressources nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, il est question de combler un retard. Aujourd'hui, je pense qu'il nous faut faire une discrimination positive
à l'endroit de l'administration pénitentiaire. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le constat il est accablant. Depuis après 56 ans d'indépendance, aucune prison n'a été construite au Sénégal. Je pense qu'il nous faut aller, comme la France, vers le vote d'une loi de programme qui, en tout cas, envisagerait sur un intervalle de 3 ans la construction d'au moins une prison dans chaque région du Sénégal. Et ça, comme je le dis, l'État ne peut pas le faire ex nihilo. Il faut que ça parte de l'opinion de la société. Il faut que ça soit érigé au rang de demande sociale nationale. C'est vraiment le souhait, l'espoir que je nourris à travers donc, la publication de ce livre. L'autre piste, au-delà de la construction des prisons, c'est également le recrutement massif d'agents de l'administration pénitentiaire. Nos agents sont aujourd'hui confrontés à des difficultés extrêmes du fait de l'insuffisance du personnel. Il faudrait qu'au moins on ait un recrutement exceptionnel de 1000 agents, au moins sur une période de 3 ans, pour nous permettre de combler le gap et de pouvoir vraiment avoir des prisons dignes de ce nom. Au-delà de l'État, la société elle-même est également interpellée. Parce qu'en réalité, le problème de l'incarcération au Sénégal, ce n'est pas seulement l'absence de prison aux normes, c'est aussi et surtout, alors là surtout je tiens à mettre le curseur là-dessus avec insistance, c'est la stigmatisation. Nous avons organisé à Saint-Louis un panel avec les détenus, avec un de nos partenaires, sur la question de la récidive, pour leur demander pourquoi vous revenez tout le temps en prison. Un détenu a failli m'arracher des larmes lorsqu'il a pris le micro. Il a dit, monsieur le directeur, lorsque nous sortons d'ici, de cette prison, à commencer par nos familles, on nous pointe du doigt, c'est vous qui avez été en prison. Dans le quartier, partout où vous passez, vous êtes pointé du doigt, c'est celui-là qui est allé en prison. Lorsque vous allez chercher du travail, on vous pointe du doigt. Non, on ne vous prend pas parce que vous avez fait la prison. Mais de là à revenir ici en prison, où nous ne sommes ni stigmatisés par nos co-détenus, ni par vous le personnel, mais il n'y a qu'un pas, monsieur le directeur, que nous n'hésitons pas à franchir. Je pense que cela mérite une réflexion d'ensemble pour nous tous, notamment à commencer par les familles. Et donc, il est important, je pense, pour nos amis journalistes de la presse, de, pourquoi pas, envisager des émissions, vraiment pour sensibiliser nos compatriotes sur la nécessité de rompre avec la stigmatisation. En réalité, c'est cette stigmatisation qui ramène beaucoup de détenus en prison. Il nous faut rompre avec cela. Aujourd'hui, je ne vais pas terminer sans saluer les efforts considérables, il faut le dire, que le gouvernement, en tout cas, a consenti, au moins cette année. Moi, je suis bien placé pour le dire avec sincérité. Jusque vers les années 2005, 2006, 2007, la prime journalière d'entretien du détenu était fixée à 350, ne dépassait guère 350 francs. Aujourd'hui, en 2016, elle a atteint la barre symbolique de 1000 francs. Et je dis avec honnêteté et sincérité qu'aujourd'hui, aucun directeur de prison ne peut se réfugier derrière l'insuffisance des moyens pour servir une nourriture qui n'est pas correcte aux détenus. Aucun. Et ça, je le dis avec sincérité et honnêteté. 1000 francs, c'est largement suffisant pour nourrir les détenus correctement. Dernièrement, je taquinais les détenus à Rebeuss, notamment ceux qui ont pour nom de famille Ndiaye. Je disais, vous risquez de ne pas sortir de Rebeuss, parce que maintenant, on a donné des instructions pour que la miche de pain ne soit plus divisée par moins de 3, pour 3 détenus maximum. Et elle n'est jamais maintenant sec, elle est accompagnée avec du beurre et du chocolat. Je disais, si on prend garde, les Ndiaye ne vont plus jamais sortir de cette prison-là. C'est vrai, ce que je dis là peut être vérifié. Demain, allez-y à Rebeuss voir le petit déjeuner, comment ça se passe. C'est avec fierté, dernièrement, que je suis allé à la cuisine le soir pour vérifier le repas. Je suis tombé sur du macaroni avec de la viande et j'ai goûté. Et vraiment, honnêtement, ça n'a envie absolument rien du tout à ce qu'on mange chez nous. Quelqu'un le disait tout à l'heure, et c'est un témoignage de vérité. M. Diallo l'a dit, il est venu en prison et les détenus eux-mêmes le lui ont dit personnellement. Ils lui ont dit que les conditions de détention se sont nettement améliorées. Donc ça, il faut aussi avoir l'honnêteté et le courage de le dire. L'État a fait un effort exceptionnel. Il nous faut, comme je le disais tout à l'heure, aider l'État à aider l'administration pénitentiaire à travers nous tous, hein, la société d'une manière générale, à travers une demande sociale qui vraiment consisterait à exiger de l'État qu'il consacre beaucoup de moyens pour la prise en charge
des questions liées à l'incarcération, pour en définitive combler le gap encore une fois, parce qu'il est question aujourd'hui de combler un retard. C'est un retard énorme, il est question de le combler. On ne peut pas aller au rythme où vont les choses, où on va construire la prison de Sébikotane, on va attendre encore 10 ans pour construire une prison. Aujourd'hui, la difficulté la plus prégnante dans les prisons, c'est la surpopulation carcérale. Le ministre le disait, Rebeuss est construit pour 600 détenus, aujourd'hui nous sommes à 2000 détenus. La principale difficulté que nous avons dans la gestion de Rebeuss, systématiquement, dès que nous avons un appel, c'est automatiquement. Tout le monde veut avoir une... parce que là, les chambres sont bondées. Et donc, pour terminer, juste pour vraiment être en phase avec ce que je suis en train de dire, et ça, j'étais parfaitement d'accord quand j'ai entendu un jour Maître Demba Ciré Bathily dire quelque chose de particulièrement important. Elle a dit au Sénégal, lorsqu'il y a des coupures d'eau ou d'électricité, les jeunes notamment sont toujours en train à aller caillasser des agences de Senelec ou de SDE. Mais ils ne sont jamais prêts à faire une marche pour exiger des conditions de détention en tout cas, décentes pour leurs parents détenus. Et donc, nous devons tous être interpellés, encore une fois. C'est un combat que nous devons tous mener. Nous autres de l'administration pénitentiaire, d'abord, naturellement, au premier plan, mais tout le monde, parce que nous devons tous nous sentir concernés, parce que les gens qui sont en prison, qui actuellement sévissent, en tout cas croupissent dans des conditions extrêmement difficiles, méritent que nous nous attardions un petit peu sur leur sort, parce que c'est nos parents, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos parents. Et deuxième élément qui me semble particulièrement important, nous ne sommes, personne d'entre nous, nous ne sommes aucunement à l'abri de nous retrouver à cette place-là. Et donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il nous appartient à tous d'œuvrer ensemble pour que, à partir de ce livre, que ce soit le déclic pour une amélioration des conditions de détention au Sénégal. Nous le devons à notre pays, nous devons répondre à cette qualification qui est la nôtre, qui est le pays de la Teranga. Je pense que quelqu'un disait qu'on mesure le degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses personnes détenues. Je pense que je suis totalement en phase avec cette citation. Et donc, nous autres qui nous réclamons au pays de la Teranga, nous devons revoir comment nous traitons nos détenus, leur donner la dignité nécessaire, inhérente à la condition humaine, pour, encore une fois, finalement, faire une œuvre de sécurité. Je dis que quand on améliore les conditions de détention, c'est faire œuvre de sécurité publique, pour deux raisons au moins. La première, c'est que lorsque l'individu a été traité de manière décente, au point de ne pas sortir frustré, il a tendance à ne pas récidiver. Et donc, on a des bras valides en plus dans l'économie nationale. La deuxième raison, c'est qu'il nous met finalement à l'abri d'une autre infraction qu'il aurait pu commettre, à la fois sur une personne ou sur un bien. Donc, pour ces deux raisons, nous avons tout intérêt, au-delà même des considérations philanthropiques humanitaires, ne serait-ce que pour ces deux raisons, nous avons intérêt à améliorer effectivement les conditions de détention. C'est vraiment l'espoir, monsieur le secrétaire général, que je nourris vraiment à travers la publication de ce livre. Je voudrais redire encore une fois ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à cette invitation. Je vous remercie de votre bien aimable attention.